Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de mai 2022. On commence tout de suite par brûler son cosmos puisque je vais vous débriefer une des sagas cultes, à savoir Saint Seiya The Lost Canvas. Alors ce titre, qui est un des tout premiers de l'éditeur Kurokawa, compte 25 tomes. Il se passe en fait avant la série d'origine, c'est sa préquelle, donc c'est une préquelle officielle puisque Kurumada est au scénario, mais par contre il n'est pas au dessin. Donc c'est un bien pour un mal parce que Kurumada, ses dessins sont pas non plus toujours très fous, même si c'est amélioré avec le temps. Là, on a vraiment des dessins qui sont vraiment super sympas. Regardez le genre de couverture ou même ce genre de planche, c'est très beau quand même. Alors The Lost Canvas, je vous en ai parlé il y a quelques mois puisque j'avais acheté la deuxième partie de la série qui me manquait et là je me suis enfin lancé dans la lecture complète. J'ai lu les 25 tomes d'un coup. Je me suis quand même assez régalé. Il y a beaucoup de points positifs, quelques points négatifs à mon goût et je vais vous débriefer tout ça. On va commencer par l'histoire puisque ça se passe en fait 300 ans environ avant la première saga puisque ça se déroule lors de la précédente guerre sainte. On avait déjà des échos de cette guerre sainte dans la saga d'origine et en fait il y a des liens astucieux, quelques petits clins d'œil, c'est vraiment très cool. Ça commence par le jeune Tenma qui est dans un orphelinat en Italie et qui va partir au sanctuaire pour devenir le nouveau chevalier Pégase. Alors, il n'y a pas de révolution là-dessus, ça a commencé de la même façon dans la saga d'origine mais avec Seiya, donc là on retrouve les codes classiques, on a tout de suite la déesse Athéna qui est présente, et on voit qui devient en fait Hadès. Donc on se concentre sur la fin de la saga d'origine, puisque les derniers tomes de Kurumada étaient sur le chapitre Hadès. Donc là, en fait, Hadès, c'est tout le pan de Lost Canvas. Hadès a une place importante, on le voit que son réceptacle humain a un rôle à jouer très important qui va en fait donner son titre au manga qui est The Lost Canvas. En fait c'est un tableau puisque il y a plein de liens avec la peinture, la couleur, tout ça est très présent et est assez bien amené, il faut le dire. Un des grands points positifs, c'est le développement des personnages. On voit tous les chevaliers d'or qui sont développés, leur histoire est donc différente de celle de la saga originelle. Le chevalier du lion n'a pas la même vie que le chevalier du lion, on va dire actuel, celui de la saga du présent, on va dire ça comme ça. Donc il y a des différences et c'est assez intéressant de les découvrir. Vraiment, ils ont des histoires qui sont assez marquantes. Il y a beaucoup de chevaliers d'or qui m'ont énormément marqué, comme Régulus, le chevalier du lion. Il y a également Albafika du poisson, qui vit une solitude horrible. Il est très marquant, même si ce personnage, on le voit pas longtemps malheureusement. Il faut penser qu'il y a un tome par chevalier, on va dire ça comme ça. Et il y en a d'autres. Manigoldo du cancer qui est génial. Enfin bref, il y a plein de choses à découvrir sur ces personnages. Je mets vraiment par contre un bémol. Et ça, c'est le gros point noir que j'ai détesté, c'est que les chevaliers d'or ressemblent aux chevaliers d'or de la saga d'origine. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi pas avoir changé les designs? Que les attaques soient les mêmes, on peut se dire qu'il y a une transmission, tout comme l'armure, c'est normal. Par contre, qu'ils aient la même tronche, c'est pas des clones, on n'est pas dans Star Wars. Pourquoi avoir fait ça? Ça aurait été mieux de changer en fait. Non, il faut qu'ils aient la même carrure, la même tronche. C'est lourd quoi. Pourquoi avoir fait ça? Au contraire, ça aide pas à dépareiller. On fait forcément des comparaisons, mais on les aurait faites sans ça. Ils sont pas obligés d'avoir la même gueule. Enfin, je comprends pas pourquoi avoir fait ça. Il n'y a pas de changement là-dedans. Il n'y a pas de prise de risque. C'est dommage. C'est vraiment le gros point noir que je trouve. Il y en a d'autres un petit peu. Il y a quand même des longueurs dans le scénario. Il y a des passages quand il faut réparer le bateau. C'est long. Oh là là, c'est long, c'est lourd. Par contre, je mets un autre point important et positif. Je reviens sur le développement des personnages. C'est que ça développe en fait les spectres d'Hadès. On voit leur vie, leurs sentiments, ce qui n'était pas trop le cas dans la saga d'origine, puisque ça fait, je sais pas, même pas 10 tomes, donc tu peux pas. Il y a 108 spectres, tu peux pas tous les développer, c'est normal. Là, ils ont pris le temps d'en développer les principaux, et c'est vraiment bien fait. Tu vois des personnages inédits aussi, c'est bien, ils ont imaginé des choses. Il y a même un lien qui est fait avec la saga épisode G, alors je l'ai trouvé qu'il est arrivé trop tard, qu'il n'a pas duré assez longtemps à mon goût, mais c'était trop bien pensé. Je trouvais ça bien de faire des liens entre les différentes sagas, c'est cool. Ils respectent
multivers, on va dire, ou l'univers étendu plutôt, qui a été fait au niveau de la saga Saint Seiya, donc ça c'est pas mal. L'histoire est bien, on voit une guerre sainte, hein, donc forcément il y a des combats, il y a de l'action, il y a du développement de personnages, il y a des passages intéressants, notamment comment on construit le chapelet de perles qui va retenir les spectres prisonniers, c'est trop bien fait, c'est trop bien imaginé. Il y avait vraiment des choses, je m'y attendais pas, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Bon, il y a une montée en puissance avec la découverte du 7e sens, du 8e sens, les armures qui évoluent, même si elles évoluent un peu trop vite à mon goût. C'était moins marqué dans la saga d'origine. Là, voilà, il y a une expansion qui se fait plus facilement. Mais voilà, c'est bien. Ça te permet de faire des liens. Il y a des planches communes avec la saga d'origine, notamment Sion et Doko, qui se soutiennent, puis c'est les survivants de la guerre, hein, on le sait. Et on voit en fait comment ils vont reconstruire le sanctuaire à la fin. Bon, bref, c'est très bien, c'est une saga que je recommande, ça fait 25 tomes, je pense qu'elle est encore trouvable, en tout cas d'occasion, elle se trouve facilement. Si vous aimez Saint Seiya, faut vous lancer dedans, c'est un des grands pans de l'univers Saint Seiya qui amène un plus et qui n'est pas dans la surenchère, etc. Donc moi je le recommande, je vais mettre un bon 16, 17 sur 20, quand même, plutôt 16 quand même, parce qu'avec le clonage des personnages ça m'a vraiment gâché, mais c'est une bonne saga, je la recommande. Direction Urban Comics avec Batman Rebirth, le tome 8. Je continue la lecture de Batman Rebirth que j'ai amorcé le mois précédent où j'avais lu 7 tomes. Là, je n'en ai lu qu'un. C'est le tome qui est la consécration des 7 premiers, on va dire ça, puisque un événement majeur doit se passer là. Bon, alors, sans spoiler, le tome est sorti depuis très longtemps, mais le mariage entre Selina et Batman doit arriver et on voit comment le tome est construit. Alors, il y a 3 histoires différentes. La cérémonie, on va dire ça comme ça, et il y a un effet qui est très sympa, c'est que ils ont invité plusieurs artistes à dessiner certaines pages. En fait, la narration continue, mais on va voir du Miller, on va voir du Jim Lee, on va voir plein de pages avec des styles différents qui rendent hommage au personnage et à l'événement qui va avoir lieu dans le tome, et c'est vraiment super bien fait. Même s'il y a des planches qui cassent plus ou moins la rétine en fonction de ses goûts, hein. Moi j'ai préféré celle de Jim Lee par exemple, mais il y en a, ça claque la rétine, hein, clairement. L'épisode central, c'est un épisode alors qui revient d'outre-tombe, on va dire, parce que c'est un vieil épisode, je pense, des années 50 ou 60, peut-être même dans les premiers récits où il y a Catwoman, et en fait on voit la relation entre Catwoman et Batman, puisque c'est très centré là-dessus, et le dernier arc qui est en fait sur Batman vient de tabasser Mr. Freeze, et Bruce Wayne est appelé en tant que jury pour juger Freeze. Ce qui est intéressant, c'est que Bruce Wayne essaye de faire comprendre au jury lors de la délibération que Batman a pu se tromper. Donc en fait, il se remet en question et il se fait sa propre autocritique tout le long de l'histoire, et c'est très bien fait. Tu le vois douter, tu le vois se dire qu'il a mal fait les choses. Il essaye de faire comprendre aux gens, et on arrive à une conclusion qu'on n'aurait peut-être pas imaginé au tout début, et j'ai trouvé ça assez bien. Je mettrai un bon 14-15 sur le tome, et ça fait partie avec le tome 7 de la remontée dans la saga Rebirth, puisque je vous avais dit qu'il y avait un trou du tome 4 à 6 qui m'avait pas plu du tout. Là ça va mieux. J'attends de voir en fait ce qui va se passer dans les tomes suivants, parce que là je pense qu'on est dans un événement central. On voit que Bruce Wayne doit souffrir pour être un bon Batman et aider Gotham. En fait, l'idée de Rebirth tourne autour de ça, hein. Clairement, c'était vraiment amorcé dans le tome précédent, et là, c'est bien plus marqué, j'ai trouvé. Et en fait, tu vois que Bruce Wayne ne peut pas être heureux, et c'est d'une tristesse pour ce type qui se sacrifie pour sa ville, pour ses amis, pour le monde, et qui ne peut pas être récompensé, mais ça fait mal au cœur. Enfin, ça me fait mal à mon cœur de fan de Batman, hein, mon héros préféré. Pourquoi il n'a pas le droit au bonheur comme tout le monde? Voilà, enfin, je vous laisse le lire, vous découvrirez un peu le raisonnement de Tom King, qui en fait se vaut, hein. Je suis pas fan des mélodrames d'habitude, mais voilà, ça apporte
un petit cachet en plus au personnage et je trouve ça super touchant. On part chez Bliss Edition avec le titre The Valiant. Ça y est, j'ai débuté les lectures de l'univers Valiant avec le titre The Valiant. Alors il m'avait été recommandé par beaucoup d'entre vous et notamment mon pote Nico de Puppet Comics. Je l'avais acheté dans le pack découverte avec Book of Death que je n'ai pas encore lu, qui apparemment est sa suite, donc je le lirai dans pas longtemps je pense. Et c'est une bonne porte d'entrée, en fait, pour découvrir un peu l'univers, puisqu'il y a plein de héros de l'univers Valiant qui sont présents. Hein. Donc on a le guerrier éternel, l'histoire va tourner autour de lui et de sa mission de protection des géomanciens. Donc les géomanciens, en fait, on peut dire que c'est un peu les champions de la Terre, on va dire ça comme ça. Et il y a un monstre qui est chargé par une entité supérieure, apparemment, de tuer les géomanciens. Et en fait, depuis la nuit des temps, on voit que le guerrier éternel rate à chaque fois. Son géomancien se fait dégommer et on le voit à différentes périodes. Donc on voit une évolution du personnage, c'est assez bien amené. Et on voit comment ça se passe à la période actuelle, au présent. Et il y a plein de héros de Valiant qui sont présents. On peut trouver par exemple Ninja, Bloodshot, il y a le héros de X-Men War. Il y a Armstrong de Archer Armstrong qui est en fait le frère du guerrier éternel et l'histoire se construit. Il y a une relation assez intime qui est entre le guerrier éternel, le géomancien, enfin la géomancienne puisque là à l'heure actuelle c'est une femme, et le monstre en fait. Tu vois comment le monstre traque sa proie, prend des traits différents en fonction de la peur du géomancien et c'est super bien fait. Les dessins sont très très cool. J'ai passé un super moment de lecture, franchement, je me suis régalé. J'ai vraiment hâte de découvrir un peu plus cet univers avec Shadowman que je vous ai présenté dernièrement et Savage et le Book of Death, la suite. J'attends avec impatience de lire ça. Je m'y suis pas encore plongé parce que j'ai fait plein de petites lectures pour descendre la palle un petit peu, mais Valiant va arriver dans les prochaines lectures, je pense. Je vous mets une petite page qui est assez sympathique. Donc c'est une période de combat, on voit le monstre qui est un métamorphe et qui prend les traits, on va dire, d'un gentleman britannique mais démoniaque. Moi je trouve ça génial, voilà. C'est vraiment très très cool. Je recommande The Valiant. J'y mets un bon 15 sur 20, c'est une très bonne lecture pour rentrer dans l'univers Valiant, je le conseille. On va chez l'éditeur iComics avec les Tortues Ninja, le tome 13. Vidéo lecture égale forcément présentation d'un tome des Tortues. Vous le savez si vous suivez la chaîne. Les Tortues Ninja, une des meilleures sagas que je lis, je le répète. Il faut lire les Tortues les enfants, allez-y. Donc là on est au tome 13. En fait on voit que les humains ont une structure fédérale qui essaie de mettre en place des défenses contre les différents ennemis mutanimaux et extraterrestres. Et en fait, les commandos humains passent à l'attaque et vont capturer plusieurs mutanimaux. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Les tortues se retrouvent impliquées là-dedans. On voit des retournements de situation, des choses qu'on... Enfin, moi, je n'aurais pas pensé à ça, mais c'est très, très bien amené. La fin m'a surpris. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ce twist à la fin, avec un petit clin d'œil d'ailleurs qui va amener, je pense, dans les tomes futurs, le Tortuvan. Donc, nostalgie quand tu nous tiens. On est dans la suite de la saga. Alors la couverture, je suis pas très très fan. Quand on sort de la précédente où tu avais Splinter avec l'enfoot et que là tu vois juste deux mutanimaux qui courent. Sullivan Rouault avait justifié ce choix-là en disant que en fait toutes les alternatives c'était des différents mutanimaux qui couraient. Donc ils ont pris celle-là, mais ils auraient pu en prendre une autre, mais ça changeait pas. Elle est pas terrible, j'ai trouvé. Ils dépendent des choix américains et de ce qui a été produit aux États-Unis, donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Hein. Moi je ne leur veux pas sur ça. Les suivantes sont beaucoup plus cool, je trouve. Il devrait bientôt y avoir, notamment sur la chaîne YouTube d'iComics, une vidéo dédiée aux tortues. Donc je l'attends avec impatience. Monsieur Rouault et iComics, s'il vous plaît, tournez ça et sortez-la. J'ai trop envie de savoir ce que vous nous avez préparé pour la fin de l'année, même si vous en avez déjà un peu parlé, et l'année prochaine. J'attends beaucoup de savoir quand va sortir le premier tome des micro-séries, avec, je crois que ce sont les vilains, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, s'il vous plaît, sortez-nous ça très vite. On part maintenant chez l'éditeur Vestron avec les tomes
Power Ranger Dracon New Dawn et Power Ranger Unlimited Power Ranger tome 1. Alors ce sont les deux derniers comics que j'ai lus avant de faire cette vidéo et j'ai passé un super moment. J'ai commencé par Power Ranger Dracon New Dawn que j'attendais énormément, qui est sur le Ranger Slayer. Le Ranger Rose d'une terre parallèle qui a vrillé et qui pourchasse les Rangers. Donc j'étais trop fou en me disant qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait on voit dans la première partie de l'histoire comment Kimberly se fait retourner par Dracon. Il y a tout un background qui est amené avec Angel Grove et la Terre qui sont dans un chaos amené par Dracon qui est un dictateur et des choses qui se mettent en place pour lutter contre lui. On voit une toute petite partie où Kimberly est devenu le Ranger Slayer et pourchasse les 100 médaillons. La seconde partie se passe en fait après la rencontre du Ranger Slayer avec la team de la Terre d'origine. Donc cette partie-là est absente, donc je ne sais pas dans quel tome elle se trouve et si elle sortira un jour, j'espère. Et elle est de retour dans son monde où le Seigneur Dracon n'est plus là. Par contre, en fait, sa dictature continue. Il y a toujours ces généraux, on va dire, qui maintiennent l'ordre établi en place. On voit que Kimberly essaye de se racheter de ses fautes et de trouver une solution. Et il va y avoir une menace galactique qui va arriver. Donc il va y avoir des alliances, des trahisons. Il y a des relations qui... Je ne m'attendais pas à ça, par exemple, notamment Scorpina. J'en dis pas plus. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on découvre en fait comment Dracon a pu avoir en fait une armée de Power Rangers, puisque en fait ces troupes ont des armures soit de Power Ranger noir, soit de Power Ranger rouge, soit de Power Ranger jaune, etc. Mais c'est pas des contrefaçons en fait, c'est vraiment tirer des pouvoirs des Rangers. Donc moi je me demandais comment c'était possible, et là il y a la réponse, donc c'est une bonne découverte, ça apporte un peu au bac. La fin est ouverte, donc il pourrait y avoir un autre tie-in, peut-être dans le futur, j'ai pas d'écho là-dessus, je ne sais même pas si c'est sorti aux États-Unis, donc on verra ce que nous prépare Boom Studio. Moi j'ai passé un bon moment, il est un peu plus épais que la normale, donc j'ai passé une bonne heure et demie de lecture. Les planches, moi je les trouve jolies, franchement je trouve que le dessin c'est un des gros points forts de cette saga, franchement c'est assez sympa. Voilà, je vous montre un petit exemple, un petit moment de discussion. C'est assez cool, j'ai trouvé. Bref, ce tome, si vous êtes fan des Power Rangers et que vous suivez la série régulière, ne passez pas à côté. J'y mets pareil un bon 15, 16 sur 20. Le dessin est cool, l'histoire est bien. La fin est ouverte. Il va peut-être y avoir une suite, faut espérer. En ce qui concerne le tome Power Ranger, donc c'est à lire en parallèle de Mighty Morphin qui était sorti précédemment. Et on a un chapitre qui manquait dans Mighty Morphin. On savait que l'équipe des Omega Rangers qui était dans l'espace était revenue sur Terre pour avoir des infos et faire quelque chose. Et là, en fait, on les voit faire et repartir. Donc, on sait un petit peu pourquoi ils sont là. Il y a une menace galactique encore pire que ce qu'ils ont pu voir, qui était amorcée dans le tome 0, puisque voilà, ils ont rencontré ce qu'ils appellent un empire réel. Je ne sais pas comment on prononce. Et c'est une menace que un personnage de la saga a déjà vu et pourrait avoir des infos, donc ils sont venus un petit peu le rencontrer, on va dire ça comme ça, et ils repartent et ils vont tomber sur d'autres menaces qui ont failli les dégommer, clairement. Une espèce de race vampirique qui s'appelle Horrid. J'ai trouvé leur histoire assez bien, bien amenée. Les combats sont cool, les planches là aussi sont cool. Alors j'ai moins d'attache à cette saga là qu'à la partie Mighty Morphin avec la team originale où on voit les Rangers de la première saga être présents. Là je rappelle que ce sont en fait Jason, Trini et Zach, les premiers Rangers rouges, jaunes et noirs qui sont devenus les Omega Rangers. Mais voilà, j'ai moins d'attache avec eux. Il me tarde d'avoir le tome Mighty Morphin tome 2 en main. Je crois qu'il sort à fin juin. Je veux l'acheter de suite. Hein. De toute façon, j'ai demandé à ma librairie de les prendre, de me les mettre de côté direct. Ça, c'est achat obligatoire avec les Ecros chez Vestron. Alors je sais que certains reprochent le prix, le format qui est un format particulier. Moi, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher parce que les licences m'intéressent. Le format me dérange pas. C'est les seuls qui me font lire du souple, donc c'est vraiment pour vous dire.
Je recommande Power Rangers. Si vous aimez cet univers, ne passez pas à côté. Le comics est vraiment très qualitatif. On finit cette vidéo avec Mangetsu et le tome 9 d'Aoashi. C'est simple, on continue sur une histoire qui est super. On voit la suite des événements. On voit que Ashito va rencontrer une équipe de foot dont 2 personnes ont raté les sélections dans lesquelles il était. Donc ces personnes-là, surtout une, lui en veulent beaucoup, puisqu'il avait axé son discours sur « il faut qu'on s'entraide, on va tous réussir », et qu'il y a eu des recalés, donc les types ont la haine. Ce tome-là amène du bac, puisqu'on voit que Togashi, l'un des coéquipiers d'Ashito, avait déjà passé du temps chez l'Espérion en détection, on va dire ça comme ça, et qu'il avait vraiment vu la faille du système de formation de ces jeunes qui veulent devenir pro et qui prennent même plus de plaisir à jouer au foot, tout est calculé, et ça ne lui plaît pas, et je trouve qu'il a raison. Le foot c'est un sport, il faut prendre plaisir, et c'est vraiment une critique de la société aujourd'hui, où tous les parents sur les terrains de foot hurlent sur leurs gamins et pensent avoir le nouveau Zidane ou Mbappé et veulent devenir riches grâce à ça. C'est une catastrophe, notre monde et notre système du foot se pervertit avec ça, et il y a une légère critique là-dedans, même si elle n'est pas assez poussée à mon goût. On voit que ça devient n'importe quoi de nos jours. Le tome est assez cool, mais est en transition. J'attends le prochain tome, puisque voilà, le match contre le leader du classement vient de commencer. Et je suis curieux de voir comment ça va se dérouler. Le reproche que je fais, c'est que ça s'arrête toujours sur un cliffhanger. On a tellement envie de voir la suite. Il me tarde d'avoir le tome 10 dans les mains, mais dépêchez-vous Mangetsu, pitié, j'en peux plus déjà. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, j'adore lorsqu'on discute de nos univers préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu et ce que vous me conseillez à lire. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!